Bonsoir, bienvenue à la Fondation pour cette sixième nuit de l'incertitude animée par le mathématicien Cédric Villani. Donc pour cette conversation entre Cédric et Alberto Manguel. Merci Alberto. Juste quelques mots. Je crois que tout le monde a compris également que l'un des prétextes de cette soirée, de cette nuit de la géométrie, c'est l'exposition Géométrie Sud, qui se termine dans un mois. Je vous conseille vivement de la visiter avant qu'elle s'achève. Il y a beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde le week-end, donc faites attention. Je voudrais juste donc rappeler que c'est la sixième nuit de l'incertitude animée par Cédric. Et un mot de l'histoire de la Fondation avec Alberto, puisque elle a démarré avec Mobius, notre rencontre. C'était il y a quelques années quand nous avons organisé l'exposition Mobius. Et à ce moment-là, à cette époque-là, Alberto avait réalisé une anthologie de textes sur la fiction pour le catalogue de l'exposition qui est, hélas, introuvable depuis bien longtemps. Et puis, plus récemment, dans le cadre d'une exposition de la collection de la Fondation en Argentine, on a organisé une très très belle rencontre littéraire entre Alberto et Patti Smith à Buenos Aires. C'était une soirée assez extraordinaire, devant 2000 personnes passionnées par la littérature. T'as pas chanté, mais Patti un peu, mais on a compris que Buenos Aires était une ville de la littérature. Voilà, je voudrais, avant de vous laisser en compagnie de nos amis, puisque on va parler de géométrie, mais on va parler de livres, et que juste mentionner le dernier livre d'Alberto qui s'appelle « Je remballe ma bibliothèque » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et le dernier livre, je crois que Cédric, c'est ton dernier livre, « Les mathématiques sont la poésie des sciences ». Toi aussi, tu es... Oui, précisément, c'est une réédition augmentée, améliorée d'un petit texte qui était un compte-rendu, si on veut, une transcription d'une conférence donnée dans le temps à Namur. Et c'était paru chez un éditeur tout autant petit que de grande qualité. Et là, ça a été réédité dans cette version améliorée, si je puis dire. Alors, avant que je vous laisse ensemble parler livres, je voudrais juste signaler que les prochaines expositions, l'expo suivante s'appelle « Jeunes artistes en Europe ». Donc, ça va être environ 25 artistes qui vivent en Europe. L'exposition va ouvrir début avril. Et l'exposition de l'été est une exposition qui est consacrée aux arbres. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Chers amis, bonsoir. Dans ce dialogue avec Alberto Manguel, qui reposera sur notre ressenti, sur l'exposition et sur une bonne dose d'improvisation, on va se lancer dans une rêverie, une dissertation sur les géométries telles qu'on peut les voir ici. Et pour introduire mon sujet, j'évoquerai le coup de tonnerre qu'a constitué, il y a une quinzaine d'années maintenant, ce qu'on appelait la démonstration de la conjecture de Poincaré, et qui reste à ce jour le résultat mathématique le plus impressionnant du XXIe siècle. En tout cas, le plus emblématique et celui qui a fait le plus de bruit. C'était du bruit par le fond et par la forme. Du bruit par le fond parce qu'il s'agissait de la résolution d'une conjecture qui avait été posée par Henri Poincaré en 1904 et qui avait mis presque un siècle à être résolue. Du bruit par la forme parce qu'elle avait été résolue par le très très grand mathématicien russe Grigori Perelman dans des conditions très romantiques. 7 années de travail solitaire en secret et une démonstration d'une difficulté, d'une complexité telle qu'il a fallu 3 à 4 années à la communauté mathématique pour la vérifier, pour se convaincre jusque dans ses détails. Elle était vraie, au plus précisément qu'on pouvait en arranger quelques petits détails pour en faire une démonstration complètement rigoureuse et solide. Et il s'agissait là d'un résultat extraordinairement complexe
qui faisait intervenir des éléments de presque toutes les branches de la mathématique. On y trouvait bien sûr des questions de topologie qui eux-mêmes se déclinaient en questions d'algèbre et de topologie. On y trouvait des questions de probabilité, une inspiration venant de la physique mathématique, beaucoup d'analyses, et à la fin, il s'agissait incontestablement d'un résultat de géométrie. D'un résultat démontré avec le savoir d'un analyste, de quelqu'un qui était allé explorer très finement des problèmes tels que comment se diffuse une quantité dans une géométrie, un peu comme la chaleur se diffuse dans les solides. Quelqu'un qui avait étudié des équations aux dérivées partielles, des équations de physique mathématique d'une très grande sophistication, mais qui démontrait à la fin un résultat géométrique simple que tous les géomètres du XXe siècle, ou presque, ont rêvé de pouvoir démontrer. Un résultat qui disait plus ou moins ceci. Si vous prenez un univers à 3 dimensions tel que le nôtre, éventuellement courbé, avec des distorsions dans les distances, dans les angles, par-ci, par-là, mais un univers qui n'est pas de trou, pas d'anse. Un panier a une anse par lequel on peut le tenir, une sphère n'a pas d'anse par lequel on pourrait le retenir. En revanche, une sphère qui serait toute savonneuse, toute glissante, si on essaye de la prendre, elle s'échappe, tandis qu'un seau avec une anse que l'on prend, même s'il est savonneux, il reste accroché. Imaginez donc un univers comme le nôtre, à 3 dimensions, sans trou, sans anse. Est-il vrai que cet univers ressemble à l'équivalent tridimensionnel d'une sphère ? C'était la question formulée presque en ces termes par Henri Poincaré en 1904, dans la dernière phrase d'une série d'articles qui fondaient la topologie moderne et qui semblent, tels que je vous l'ai formulé, purement géométriques. Le fait que cet énoncé purement géométrique et semblant de faire intervenir rien d'autre que les notions de dimension et de forme globale des objets et demander de tels trésors de sophistication illustre bien la complexité mathématique extraordinaire qui s'est mise en place à travers les siècles. Le fait qu'on arrive au terme de cette sophistication à démontrer un résultat suffisamment simple pour qu'on puisse, en quelques phrases, au moins donner une idée de sa signification, est également emblématique du genre de résultat que les mathématiciens aiment bien. Une preuve inventive, sophistiquée peut-être, mais à la fin un résultat frappant et qui peut s'énoncer simplement. Et puis, le fait que ce soit un résultat de géométrie a forcément ravi tous les mathématiciens qui se considèrent avant tout comme géomètres dans leur inspiration ou dans leur art. La géométrie, c'est une branche de la mathématique, mais une branche parmi les plus fascinantes. Certainement la plus ancienne avec la théorie des nombres, et on peut argumenter que au tout début, les premières questions mathématiques qu'on s'est posées sont celles des comptes, des énumérations et celles de la représentation des formes. Et ça fait partie des premiers arts mathématiques aussi, tels qu'on les trouvait dans la classification des philosophes anciens, géométrie, arithmétique, musique, astronomie, les 4 arts mathématiques du quadrivium de Platon, et donc un statut particulier. Pendant des siècles, et encore à coup sûr jusqu'au début du XIXe siècle, on disait géomètre un peu comme on dirait mathématicien aujourd'hui. Tout récemment, Étienne Klein, dans une autre conférence, nous présentait une belle citation, je ne sais plus de qui, de D'Alembert, qui utilisait le mot géomètre, effectivement, au sens de mathématicien. On le retrouve encore sous la plume de Napoléon, qui nous parle de la place comme d'un géomètre de tout premier rang, là où nous dirions aujourd'hui un mathématicien de tout premier rang. Et tout ça, ça nous mène à une discipline, la géométrie, qui est à la fois d'une très grande actualité, aussi dans sa sophistication, et aussi d'une très grande ancienneté.
dont on considère parfois que c'est peut-être la première des branches mathématiques. La première qu'on doit apprendre à l'école quand il s'agit de former le raisonnement mathématique, le raisonnement abstrait. Et comme bien d'autres dans la salle, je pense, quand j'ai suivi mes cours de mathématiques à l'école, quand il s'est agi pour la première fois de me faire sentir ce que c'était qu'une démonstration, c'était dans le domaine de la géométrie. Avec, quand on se met à enchaîner des énoncés, les uns se déduisant des autres, où on parle de quadrilatère, de diagonale, de parallélogramme, de qui sait quoi, et il fallait reconstituer un raisonnement logique. C'était sur la base de la géométrie. L'œuvre la plus célèbre de tous les temps en mathématiques, très certainement, il s'agit des éléments d'Euclide, et ça emblématique parce que ça donnait un canon, un modèle. Qu'est-ce que ça doit être, la mathématique? Un art dans lequel on déduit les choses les unes des autres. Et les livres d'Euclide sont consacrés à l'énoncé des relations entre objets géométriques. On commence par définir les éléments, les axiomes d'Euclide. Qu'est-ce que c'est qu'un point? Qu'est-ce que c'est qu'une droite? Qu'est-ce que c'est qu'un plan? Et ainsi de suite. Quelles sont les relations des unes avec les autres? Et pendant très très longtemps, cet ouvrage, l'un des plus édités dans toute l'histoire de l'humanité, a donné le là sur tous les continents pour initier et pour perfectionner ce que c'est que le raisonnement mathématique, à partir de ces concepts de géométrie, à partir des éléments simples qu'on combine de toutes les façons pour arriver à des théorèmes sophistiqués. Et si on demande qu'est-ce que c'est que la géométrie, c'est une question qu'on s'est posée à plusieurs fois dans l'histoire de la mathématique, on peut apporter des réponses différentes en fonction du point de vue. On peut dire que la géométrie, c'est la façon de dégager à partir de la complexité du monde qui nous entoure, monde visuel, monde des formes, de dégager des essences, dégager des archétypes, dégager des ingrédients élémentaires qui permettent de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, de le représenter, de le simplifier parce qu'il est d'une complexité telle qu'on n'arrivera jamais à l'embrasser directement, de le reconstituer, de le construire, de le modifier. On peut voir la géométrie comme une discipline qui donne des briques élémentaires à partir desquelles on va pouvoir construire, créer. Un peu comme dans cette exposition, il y a une des œuvres ici, juste en face, on les voit par ici, dans laquelle vous avez ces espèces de constructions comme des châteaux de cartes, comme des objets élémentaires à partir desquels on va pouvoir construire des morceaux d'architecture sophistiqués. Et à partir d'ingrédients simples, construire comme par une combinatoire toute la complexité qu'on veut. Quand on s'intéresse à la géométrie du plan, quand on est un jeune passionné de mathématiques, quand c'était mon cas quand j'étais lycéen et que je me passionnais pour les exercices de géométrie du triangle, ce qui est fascinant, c'est qu'en géométrie du triangle, les ingrédients sont extraordinairement simples. Des triangles, des cercles, des droites, et 3 ou 4 règles de construction avec compas, une règle. Et à partir de ces ingrédients simples, vous pouvez construire des choses extraordinairement sophistiquées et des miracles qui se produisent. Des droites qui se rencontrent comme par magie, des points qui se retrouvent tous sur un même cercle comme par magie. Et on apprend que cette combinaison d'ingrédients simples pour reproduire n'importe quelle complexité, elle n'est pas liée à la magie, elle n'est pas liée au hasard, et c'est une école pour l'ensemble de la démarche scientifique qui est transformer les émerveillements, les choses complexes et sophistiquées en une combinaison d'ingrédients simples qui se répondent les uns avec les autres. Voilà pour une première mise en un premier galet posé sur la table. Et je vais laisser la parole à Alberto pour la première réplique de cette partie de ping-pong. Allumé. Bon.
parfait. Bonsoir. Quand je sus que j'allais être sur scène avec Cédric Villani, ce soir-là, j'ai eu un cauchemar. J'avais de nouveau 13 ans. J'étais de nouveau dans ma classe du lycée, devant le professeur de mathématiques qui voulait nous enseigner la géométrie. Et de nouveau, j'ai eu la pire note en classe. Ce professeur nous disait quelque chose qui maintenant me paraît fondamental. Il nous disait, si vous voulez savoir qui vous êtes, il faut savoir où vous êtes. Et pour savoir où vous êtes, vous devez apprendre la géométrie. Et ça ne m'avait pas frappé à l'époque. Mais aujourd'hui, quand je repense à ces mots, je me dis que voilà l'association entre géométrie et géographie. Vous allez voir, si vous voyez cette magnifique exposition juste derrière vous, l'œuvre d'un architecte paraguayen, je crois, mais qui en tout cas est Aymara, de l'ethnie Aymara. Alors, les Aymaras parlent la langue la plus parfaite au monde. Dans son livre sur la recherche de la langue parfaite, Eco dit que peut-être cette langue perdue du paradis est en fait l'Aymara. En Aymara, pour dire mensonge, pour dire ce que nous appelons fiction, on dit kari. Et ce mot, kari, est le même mot que les Aymaras emploient pour parler d'être en position horizontale. Donc, être sur la terre, en position horizontale, est aussi raconter des histoires inventées. Et en français, ça semble étonnant d'associer l'acte de vous coucher avec l'acte de mentir. Et pourtant, en anglais, c'est le même mot. To lie et to lie. Je ne sais pas si l'Aymara a eu de l'influence sur les anciens anglo-saxons, mais je l'espère. Mais en tout cas, c'est un point de départ pour réfléchir au fait de raconter des histoires pour savoir où nous sommes et qui nous sommes. Donc, je fais ce rapprochement entre la géométrie, la géographie et encore la littérature. Je me suis rappelé, en pensant à cette soirée, je me disais, qu'est-ce que je veux dire de la géométrie sur scène avec Cédric Villani? Et je me suis rappelé que dans Albertine disparue, Proust dit une chose étonnante. Il dit que, comme la géométrie dans l'espace, la psychologie dans le temps a besoin de plus de 2 dimensions, que la psychologie plane, comme il l'appelle, ne sert pas à construire un personnage. Il faut une autre dimension, celle du temps, et il ajoute celle de l'oubli. Donc, je ne sais pas quels seraient les équivalents de cette 3e dimension en géométrie. À l'époque, ce même professeur voulait nous parler des géométries non euclidiennes qui nous paraissaient appartenir à la littérature fantastique.
ces lignes parallèles qui en fait se retrouvent. Et peut-être, Cédric pourra nous dire plus là-dessus, peut-être c'est là cette troisième dimension du temps et de l'oubli. On va continuer sur ce que nous dit Alberto sur les liens entre géométrie, géographie, et ça nous donnera tout naturellement une motivation vers les géométries non euclidiennes. Géométrie, étymologiquement, c'est mesurer la Terre. On retrouve la racine de la Terre, géo, la racine de métrie, mesurer. Et de mesurer la Terre, on passe à la notion de réaliser un plan. Et si on y réfléchit, savoir se repérer dans l'espace, ça veut dire deux genres d'informations. Savoir où on est par rapport à d'autres objets. Si par exemple on est ici, sur cette scène, les gens d'un côté, de l'autre, qui est de l'autre côté par rapport aux uns et aux autres, qui se retrouvent au centre, une information de type position relative, et une autre information qui est celle de la mesure des distances. On est là, même si on peut avoir l'impression quand on dessine un plan, on fait les deux à la fois, on est là sur deux missions très différentes de la géométrie, l'une qui s'intéresse aux formes globales et aux positions relatives, et l'autre qui s'intéresse aux mesures. La première, c'est le domaine de la topologie, la deuxième, c'est le domaine de tout ce qui est métrique. Et les géomètres, entre eux, aiment bien faire la distinction, et souvent très importante aussi dans la façon de penser entre ceux qui sont plutôt dans la topologie, intéressés à la position respective des objets les uns par rapport aux autres, à la forme globale, et ceux qui sont dans la partie métrique. Pour un topologiste ou topologue, un ballon de rugby ou un ballon de football sont des objets identiques. Peu importe les distances, ce qui compte, c'est la forme globale. Pour quelqu'un qui est dans la géométrie métrique, en revanche, cela peut être très différent. En fonction des problèmes qui se sont posés à l'humanité, historiquement, c'est l'un ou l'autre qui a été développé, selon les questions, selon les outils. On peut se dire que ce qui est métrique est finalement plus facile conceptuellement. Il suffit d'avoir un ensemble de distances, des nombres, pour représenter les informations. Pour autant, historiquement, quand on regarde les premières cartes qui ont été faites des pays, de l'Europe, on voit que tous les ingrédients sont là, avec le bon positionnement, mais tout est déformé. Les distances ne sont pas bonnes quand on les regarde. La première carte historique qui a été faite avec précision, celle sous Louis XIV, qui devait sans doute être supervisée par l'un de la dynastie des Cassini, a conclu que la France était finalement bien plus petite que ce qu'on croyait. La carte, une fois bien remise d'équerre, si j'ose dire, était sensiblement amputée par rapport à celle qui avait cours auparavant. Alors, j'aurais dû faire la carte qu'a inventée Borges, qui coïncidait centimètre par centimètre avec l'Empire. Celle-ci est une carte fort précise, pratique de certains côtés, moins de l'autre. On voit sur cet exemple combien la mesure des distances, finalement, peut être parfois une question délicate. Certaines des plus grandes aventures scientifiques de l'histoire ont été liées à la mesure très précise de la Terre. En particulier, l'épisode extrêmement célèbre de la mesure de la Terre, faite au moment de la Révolution française ou quelque temps après, tout début du XIXe siècle, une aventure qui visait aussi à établir une unité de mesure commune pour tous les peuples du monde, du moins tel que le présentait la France, tout en ayant en tête qu'il revenait à la France et à la France seule d'avoir cet honneur de travailler pour le monde entier. Et l'idée, c'était vraiment de la géométrie au sens étymologique, c'était de dire on va mesurer la Terre très très précisément, décider que la 40 millionième partie de la circonférence terrestre, ça serait
le maître, et que ça serait beau que chacun puisse mesurer son bien, sa propriété, avec un petit morceau de la terre entière, pour nous rappeler aussi que tout cela fait partie d'un seul grand objet qui est la terre. C'était vraiment de la géométrie au sens étymologique du terme. Et ça cherchait à mesurer les choses d'une façon extraordinairement précise, avec des erreurs ici et là qui ont été aussi extrêmement commentées dans l'histoire des sciences. Et puis, d'un autre côté aussi, cependant, quand on s'intéresse à la position respective des choses, l'autre versant de la géométrie, celui qui est plus topologique, très vite on se retrouve avec des difficultés d'une autre nature, qui est déjà comment noter l'information. Il ne s'agit plus de nombres, puisque vous ne pouvez plus dire que ce sont des nombres qui vont représenter les choses. Comment noter le fait que vous avez une configuration à 2 trous plutôt qu'à 1 trou, ou une configuration qui peut être extrêmement sophistiquée dans son arrangement et différentes parties les unes par rapport aux autres. Vous avez des questions de combinatoire qui arrivent, bientôt des questions algébriques. Et cette branche-là demande, pour y entrer, un bagage, une sophistication bien plus importante. On considère que l'un des actes de naissance de la topologie, de cette branche de la géométrie dans laquelle on s'occupe des positions respectives, c'est le problème des ponts de Königsberg posé par Leonhard Euler, et qui dit, voilà, il y a ces ponts qui relient des points dans la ville de Königsberg, et on se pose des questions sur tous les trajets qui sont possibles. Est-ce qu'on peut relier tous les points qui sont le long de ces ponts sans passer 2 fois par le même pont? Comment même aborder ces questions du point de vue du raisonnement mathématique? Et c'est une problématique extrêmement riche qui a irrigué tous les siècles qui ont suivi. Toutes ces problématiques qui ont eu du grain à moudre dans ce grand élan qui est la mathématique, au sens de la discipline qui a été développée dans la foulée de la Grèce antique, puis la mathématique perse et arabe, puis la Renaissance et ainsi de suite, on en retrouve des éléments, des interrogations spontanées dans toutes les cultures, à tous les âges. Et on les retrouve aussi dans certaines des œuvres qui sont exposées d'ici, dont certaines ont plusieurs millénaires. Et tout ça, ça nous rappelle que dans l'art, comme dans la mathématique, il y a le même genre d'interrogation qui est qu'est-ce qu'on retient de la complexité du monde, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en valeur, donc selon quels axes on les organise, avec quelles briques on les représente et comment on utilise ces représentations pour communiquer les uns avec les autres, pour communiquer des émotions, des sensations, des réalités. Alors, maintenant, pour parler un peu de géométrie euclidienne contre non euclidienne. La géométrie euclidienne, c'est celle qu'on apprend à l'école, celle des droites, des plans, tout est lisse, tout est droit, tout est plat. Mais la géométrie, si c'est la mesure de la Terre, excusez-moi, la Terre n'est pas plate. On le sait depuis longtemps, Euclide le savait très bien, et il ne faut voir dans la géométrie euclidienne qu'une approximation de la réalité. Si on regarde la carte de la France posée à plat, en fait, c'est une approximation de la réalité qui est que la France est dessinée sur la surface de la Terre, qui est courbée. Courbée d'une part par le fait que la Terre est comme une sphère, courbée ensuite par le fait que vous avez des montagnes et des vallées. Donc toutes sortes d'éléments qui, bien sûr, tordent la géométrie. Et c'est l'une des ironies de l'histoire que pendant très longtemps, on s'est représenté la géométrie sous la forme idéalisée, plate dans toutes ses dimensions, et que c'est seulement au XIXe siècle qu'on s'est mis à regarder de façon systématique ce qu'il arrive des géométries qui sont tordues. D'abord à 2 dimensions, puis à autant de dimensions que l'on veut. La notion fondamentale dans la géométrie, peut-être celle qui construit toutes les autres, c'est celle de point, bien sûr,
et celle de droite. Et la droite, on peut la caractériser de bien des façons, mais comme on l'apprend aussi à l'école, le slogan, c'est la droite, le chemin le plus court qui relie deux points. On sait très bien dans la vraie vie que c'est jamais une droite, le chemin le plus court qui relie deux points. Parfois, il y a une montagne à contourner, ou parfois, si vous voulez aller de Paris à Buenos Aires, vous n'allez certes pas aller en ligne droite à travers la Terre, vous allez donc devoir emprunter un chemin qui va passer à la surface de la Terre. Ce faisant, vous faites de la géométrie non euclidienne. Et ce qui va remplacer la droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la notion de géodésique. À partir de cette notion de courbe géodésique, on construit toute la géométrie. On peut le faire en 2 dimensions à la surface de la Terre ou d'un autre objet. On peut le faire dans une géométrie à 3 dimensions ou dans un nombre quelconque de dimensions si on est capable de se représenter ces objets ou de les analyser. Et une fois qu'on a dit cela, on se rend compte qu'on a un concept qui est naturel finalement et qui ouvre le champ à une infinité de possibles. Et la grande question, toujours en mathématiques, une fois qu'on a créé la brique élémentaire à partir de laquelle on ouvre les possibles, donc cette notion de distance et cette notion de plus court chemin, donc de géodésique, on ouvre les possibles et on se demande aussitôt après comment les classifier, comment les ordonner pour ne pas se retrouver avec juste une collection qui serait juste une énumération. Et la grande avancée extraordinaire qui a lieu au milieu du XIXe siècle, qui est due à Bernhard Riemann, élève de Carl Friedrich Gauss, et en l'honneur de qui on a appelé les géométries non euclidiennes classiques géométrie riemannienne, c'est la notion de courbure. Et qui vous dit, oui, il y a une infinité de géométries possibles, elles peuvent changer localement, tout ce que vous voulez, mais il y a un paramètre qui nous permettra de les classer, c'est la courbure. Et qui nous dira si une géométrie ressemble plus à un espace modèle qui serait une sphère ou à un autre genre d'espace modèle qui serait un col. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Prenez une sphère, imaginez 2 avions qui partent de Paris et qui vont tous les deux, je ne sais pas moi, aux antipodes de Paris, en suivant des chemins différents. Ils commencent à s'éloigner l'un de l'autre et puis ils vont finir par arriver au même point. Donc ils s'éloignent d'abord et ensuite ils se rapprochent. 2 droites sur un plan ne font jamais cela. 2 droites qui se croisent sur un plan s'éloignent pour toujours l'une de l'autre. C'est exactement ce que disait Alberto tout à l'heure, où les parallèles ne vont jamais se rencontrer. Alors que si vous partez de, je ne sais pas moi, de l'équateur, 2 avions partant au même moment de l'équateur vers le nord, partant donc parallèles l'un à l'autre, vont finir par se rencontrer au pôle Nord. Dans la vraie vie, on a ce caractère non euclidien. Et on parle ici de géométrie elliptique ou de géométrie à courbure positive. Si au contraire, les 2 droites qui partent parallèles vont s'écarter l'une de l'autre, les 2 géodésiques qui commencent parallèles vont s'écarter l'une de l'autre de façon extrêmement rapide, encore bien plus rapide que des droites, on parlera alors de géométrie hyperbolique. Ça ressemble à la géométrie d'un col. Vous voyez, quand vous avez 2 montagnes, et puis le col qui est entre les 2, vous allez avoir typiquement, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes au col ? Vous pouvez choisir d'aller dans la pente de la montagne et de monter, soit vers l'une, soit vers l'autre, ou de redescendre vers la vallée, dans un sens ou dans l'autre. Et si vous imaginez un promeneur qui part en direction du sommet, un autre qui part en direction de la vallée, ils partent, mettons, à angle droit l'un de l'autre, et les distances qui vont les séparer vont augmenter bien plus vite que s'ils étaient partis à angle droit sur une surface plane. L'un va monter, l'autre va descendre, et quand on regarde l'écartement, c'est plus rapide que linéaire.
Et ces deux géométries typiques, celle de la sphère, celle du col, sont comme des archétypes, des situations de référence avec lesquelles on va tout comparer. Une grande partie de la géométrie, à partir de Riemann et tout au long du 19e, du 20e siècle, se construit par comparaison avec des géométries extrêmement simples de référence. Géométrie sphérique, géométrie plane, géométrie hyperbolique. Et à travers toutes sortes de quantités, toutes sortes de variations de la courbure, ça va être une grande partie du travail des géomètres, encore aujourd'hui, que de comparer des situations inconnues, variées, exotiques, à ces géométries de référence. On fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, de cette fameuse conjecture de Poincaré. Le problème était en un sens de comparer une géométrie quelconque, dont on sait qu'elle est sans trou, à une géométrie de référence simple, celle de la sphère. Beaucoup des œuvres, une partie des œuvres qu'on voit présentées ici, travaillent aussi par représentation de choses avec des archétypes, des triangles, des flèches, des carrés, des sphères, qui sait quoi. Et on se dit, en décomposant des figures, des portraits humanoïdes en éléments simples. Mais c'est aussi la façon de penser, à la fin, de géomètres sophistiqués, travaillant en recherche contemporaine. Ce que vous disiez sur les différentes géométries qui nous apparaissent comme des archétypes de vocabulaire à utiliser pour comprendre le monde, a été emprunté par la littérature. La géométrie comme un vocabulaire métaphorique. Et ça a été emprunté d'un côté par exemple la littérature amoureuse des troubadours jusqu'à Rilke, mais aussi pour se moquer de cette volonté d'être précis. Et je pense surtout à Jonathan Swift et les voyages de Gulliver. J'ai apporté le livre des voyages de Gulliver parce que je voulais vous lire un passage où Swift se moque un peu des géomètres et des géographes. Il est dans l'île de Laputa, qui est, vous vous souvenez, une île volante où ils font des recherches scientifiques sans savoir très bien pourquoi. Ces scientifiques, ces géomètres, ces géographes qui se promènent sur cette île, la tête dans les nuages, réfléchissant à des problèmes, ont besoin de serviteurs qui les accompagnent pour qu'ils ne tombent pas dans le vide, ils ne sortent pas contre les obstacles réels de cette île. Et alors, Gulliver veut nous expliquer comment cette île fonctionne. Elle fonctionne grâce à un aimant. Et Gulliver va utiliser le langage des géomètres de son époque. Pour donner une idée de la manœuvre, dit-il, soit une ligne idéale AB divisant en deux parties égales l'état de Balnibarbi, soit une ligne représentant l'aimante, D étant le pôle répulsif et C le pôle attractif, l'île se trouvant en C. Mettons l'aimant dans la position CD, le pôle répulsif venant se placer vers le bas. L'île va se déplacer obliquement en direction de D. Une fois atteint le point D, faisons pivoter l'aimant sur son axe jusqu'à pointer le pôle attractif en direction à présent de E. L'île va donc se déplacer obliquement. Bon, j'en passe. Vous avez compris. Mais c'est poétique. Hein. C'est poétique, mais bien sûr. Mais ce que vous avez raconté sur les différentes géométries, c'est poétique aussi, de pouvoir trouver des formules pour envisager non seulement la mesure du monde sur lequel nous sommes, mais aussi toutes ces imperfections. Nous voulons croire
à notre Terre comme une sphère parfaite. Bien sûr, ça ne l'est pas. Et comment parler de ces imperfections? Et c'est pour cela que, bon, il y a plusieurs genres littéraires qui empruntent cette géométrie, mais une des plus amusantes, c'est le langage de la politique. En Argentine, un journaliste français avait demandé au général Perón qu'est-ce qu'était le péronisme. Et Perón lui a expliqué, en Argentine, si vous divisez le territoire argentin géométriquement, il y a 40% qui sont des conservateurs, 40% qui sont des, appelons-les réformistes libéraux, 10% des socialistes, 3% de communistes, 7% d'indécis. Le journaliste français dit, voilà, nous avons les 100%. Qui sont les péronistes? Ils sont tous des péronistes. Donc c'est un usage de la géométrie. Une autre anecdote qui me vient à la mémoire, ça se passe, peut-être c'est l'hémisphère sud où se passent toutes ces choses-là, parce que celui-là se passe en Australie. Cédric nous a expliqué comment la géométrie sert à la géographie pour l'illustrer, pour lui donner un vocabulaire. Eh bien, il y a une dizaine d'années, il y avait des réfugiés kurdes qui étaient arrivés sur une île près de la côte australienne. Et le premier ministre australien à l'époque, Tel Howard, ne savait pas ce qu'il allait faire avec ces réfugiés kurdes. Et donc, il a décidé tout simplement d'éliminer l'île où ils étaient abordés des cartes australiennes. Et donc, de cette façon, il a trouvé une solution géométrique à un problème politique. De l'usage inattendu de la géométrie en politique. On va continuer à parler un peu de géométrie telle que ça a pu se développer après la théorie des géométries non euclidiennes. D'abord, évidemment, la notion de géométrie